À l'aube, 12 camions disparaissent en 14 minutes. Zéro victime civile, pourtant tout bascule. Un pays sans licence ni permission affirme, en silence, une maîtrise technique que l'on disait hors de portée. Ce moment marque un tournant. Pourquoi ce déclic importe-t-il pour le lecteur et que révèle-t-il d'Ibrahim Traoré? Un seuil invisible et m'ensemble franchi. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient un protocole. Ce récit ne parle pas seulement de drones. Il s'agit d'un pari sur la souveraineté du savoir, mené par Ibrahim Traoré dans un environnement où chaque innovation devient un acte politique. Le bénéfice est clair. Prouver qu'un pays africain peut créer une technologie stratégique sans dépendre d'une tutelle extérieure et transformer la contrainte en levier d'émancipation. Mais le risque est tout aussi réel. L'isolement, les sanctions ou le blocus technologique. Entre ces deux pôles, Traoré trace une ligne fragile, coder la liberté sans déclencher la peur. La promesse faite au peuple est simple. Chaque ligne de code écrite localement représente une parcelle de souveraineté reconquise. Ce n'est pas une démonstration de puissance, mais une démonstration de méthode. Le Burkina Faso, longtemps observateur, devient laboratoire, et derrière chaque chiffre, 12 camions, 14 minutes, 8,4 millions de dollars, se dessine la preuve que la précision peut être une arme de dignité. Alors, que se passe-t-il lorsque la technologie cesse d'imiter et commence à inventer? La première révélation n'est pas venue du ciel, mais du sol. En 10 mois seulement, une équipe burkinabé a conçu, codé et lancé une flotte de drones que les experts occidentaux jugeaient irréalisables avant 10 ans. Cette disproportion entre prévision et réalité devient le moteur du récit. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, militaire devenu stratège industriel, un triangle inédit s'est formé. Le chef d'État, la scientifique Louma Tanari, exilé pour avoir refusé les brevets imposés, et un cercle d'ingénieurs anonymes formé entre Moscou et Bobo Dioulasso. Leur lien, la colère d'avoir toujours entendu qu'il fallait attendre l'aide étrangère, suivre les procédures, se conformer au protocole. Leur premier prototype échoua. Perte de signal, surchauffe moteur, atterrissage brutal. Mais Tanari réécrivit l'algorithme de stabilisation sur un seul ordinateur fonctionnel. Au troisième test, la machine tint 22 minutes en vol, un record officieux, mais suffisant pour convaincre Traoré de militariser le projet. Ce choix, jugé audacieux, devint un tournant. L'armée doutait, certains généraux dénonçaient une folie technologique. Pourtant, dans une salle souterraine, Ibrahim Traoré donna l'ordre. Faites-le sans attendre. 12 camions furent détruits, zéro victime civile. En quelques minutes, le Burkina Faso annonçait au monde qu'il maîtrisait une arme du futur sans licence, sans permission, sans bruit. Derrière cette réussite, une idée prenait forme. La technologie pouvait redevenir un langage de souveraineté. Les ingénieurs travaillaient sans climatisation ni générateur fiable, mais avec une conviction unique. Chaque ligne de code était un acte de résistance. Lorsque Traoré leur rendit visite, il ne portait ni uniforme ni insigne. Il observa longuement les drones silencieux, et déclara: je ne vous demande pas de construire une arme, je vous demande de bâtir une dignité. Cette phrase, devenue devise nationale, marqua le début d'une ère nouvelle où la guerre ne servait plus à détruire, mais à reconstruire la fierté. Sous la lumière crue d'un hangar poussiéreux, les ingénieurs de l'Ouma Tanari travaillaient sans relâche. Leur laboratoire improvisé, ancien entrepôt de coton, devint le cœur battant d'une révolution silencieuse. Quand Ibrahim Traoré franchit pour la première fois ses portes, il ne chercha ni protocole ni mise en scène. Il écouta. Ce soir-là, aucun discours, seulement la phrase qui allait résonner dans tout le pays: bâtissez la dignité avant la puissance. Autour de cette idée,
Une génération entière trouva un sens à son effort. Les images du premier vol autonome, filmées par un simple téléphone, se répandirent dans quelques heures. Le drone noir traversant l'horizon devint symbole de renaissance collective. Les réseaux s'enflammèrent. Code africain à Vision Traoré. Pour la première fois, les Burkinabés virent un projet né d'eux-mêmes et non d'un prêt ou d'un contrat étranger. L'impact psychologique fut immédiat. La peur d'échouer céda la place à la curiosité d'essayer. Dans les écoles, les étudiants parlaient d'aérodynamique. Dans les marchés, on évoquait les ingénieurs comme des héros. Le pays découvrait que la technologie pouvait rassembler, non diviser. Et au centre de cette métamorphose se tenait Ibrahim Traoré, silhouette calme, visage attentif, catalyseur d'une confiance retrouvée. Ce n'était plus seulement un dirigeant, c'était un miroir, celui d'une Afrique qui commençait à croire en son propre code. Alors, que deviendra cette étincelle quand les puissances étrangères tenteront de la souffler? Tout commença quelques jours avant l'aube du 17 juillet. Un message intercepté signalait un convoi étranger franchissant la frontière sud. Aucune preuve visuelle, seulement 12 points rouges sur une carte et trop d'indices pour ignorer le signal. À minuit, le centre de commandement de Ouagadou entra en veille active. Ibrahim Traoré, censé être ailleurs, arriva sans escorte. Il posa son manteau, observa les écrans et demanda une seule chose. Civil dans la zone? Réponse. Négatif. Alors, il prononça 3 mots. Activé, Falcon 1. Dans le hangar, les rotors grondèrent. 3 drones décollèrent dans le noir, invisibles à l'œil nu. Aucun projecteur, aucun compte à rebours, juste le souffle du vent et la tension d'un pays qui, pour la première fois, agissait sans permission extérieure. Le docteur Tanari suivait les lignes de code, les mains tremblantes. Altitude 6800, distance 12,6 km. Température stable. Traoré fixait l'écran, immobile. Puis il murmura: Nous n'attendons plus. La première frappe tomba sur le véhicule de tête chirurgical sans propagation de feu. La deuxième détruisit le centre de communication. La troisième neutralisa le camion d'armement. Zéro perte civile, zéro fuite. Le silence retomba comme un couvercle. Un opérateur brisa la tension. Cible neutralisée. Pas d'applaudissements. Seulement des regards. Ceux de soldats qui comprenaient que l'histoire venait de basculer. Quelques heures plus tard, une vieille femme dans un village voisin leva les yeux vers le ciel. Elle ne vit rien, mais dit simplement: Le tonnerre nous a protégés. Le lendemain, des clichés satellites circulaient en Europe. Aucune signature thermique, aucune trace identifiable. Les experts hésitaient entre sabotage, prototype inconnu ou attaque fantôme. À Ouagadou, un mot résonnait: autonomie. Ce soir-là, Ibrahim Traoré convoqua ses officiers. Pas de triomphe, pas d'annonce officielle, seulement cette phrase: Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous le referons demain, mais mieux. Chacun comprit. Le pays venait de franchir une frontière invisible. La peur venait de céder la place à la maîtrise. Et dans cette maîtrise naissante, le Sahel tout entier vit un avant-goût de son futur. Ibrahim Traoré, dans ce silence plein de sens, devint le symbole d'un continent qui choisit de coder son destin plutôt que de le subir. Les premiers rapports techniques confirmèrent l'exploit. Les drones Jamila avaient parcouru 162 km sans détection radar, atteignant leur cible avec une marge d'erreur inférieure à 7%. 3 frappes, 3 destructions, 0 victime non combattante. Le chiffre froid mais implacable. En comparaison, les systèmes régionaux hérités des anciens programmes français présentaient une erreur moyenne de 27% sur des terrains similaires. La différence ne tenait pas du hasard, mais d'une conception locale.
un code d'autonavigation développé à Ouagadougou et une coque en microcéramique capable d'absorber la chaleur plutôt que de la réfléchir. Résultat, disparition quasi totale des signatures thermiques. Quand les analystes étrangers exigèrent des preuves, les enregistrements bruts furent soumis à 3 organismes indépendants. Tous confirmèrent la trajectoire, la précision et l'absence d'assistance extérieure. Un autre chiffre bouleversa les chancelleries: 8,4 millions de dollars, le coût total du programme Jamila, moins qu'un seul drone tactique européen de série. Ce ratio d'efficacité sur investissement redéfinissait la logique même de l'économie de guerre. Le docteur Luma Tanari résuma cette révolution en une phrase: Ah, nous n'avons pas avons fait moins cher, nous avons fait plus libre. Sous Ibrahim Traoré, cette équation devint doctrine: autonomie égale efficacité. Les chiffres suivants validèrent la thèse. Les inscriptions en faculté d'ingénierie augmentèrent de 34% en 2 semaines. Les exportations de composants électroniques locaux triplèrent en un trimestre. Même les coopératives agricoles intégrèrent des modules d'optimisation conçus par les ingénieurs du programme. Chaque pourcentage racontait la même histoire: la connaissance comme moteur de souveraineté. À l'état-major, un tableau affichait 3 nouvelles métriques. Temps de réaction réduit de 72 à 10 minutes, dépendance extérieure en baisse de 76%, validation diplomatique désormais nulle. Ces chiffres ne servaient plus à impressionner, mais à témoigner d'une mutation profonde. Ibrahim Traoré, lui, demeurait silencieux, convaincu que les données parlaient mieux que les discours. Ce qu'il voulait prouver, ce n'était pas qu'un pays africain pouvait frapper, mais qu'il pouvait calculer, concevoir et perfectionner seul. Et derrière chaque ligne du rapport, une certitude grandissait: le Burkina Faso n'était plus un terrain d'essai, il devenait un acteur. Mais les critiques ne tardèrent pas à surgir. À Paris, certains diplomates parlèrent d'un glissement inquiétant vers la militarisation. À Washington, on évoquait une dérive technonationale menaçant l'équilibre régional. Même à Accra ou à Abidjan, des observateurs africains redoutaient un effet domino. Leur argument central: l'autonomie absolue engendre l'isolement. Sans coopération logistique ni soutien diplomatique, disait-il, aucun État sahélien ne pourrait soutenir une industrie de défense locale. Des graphiques impeccables présentaient des coûts croissants, des scénarios de rupture d'approvisionnement et des prévisions d'asphyxie économique. Un second argument, plus moral, questionnait le contrôle. Qui surveille les surveillants? Si les drones ne répondent plus à des protocoles communs, qui garantit leur usage éthique? Ces doutes paraissaient légitimes, mais les faits parlaient autrement. En 6 mois, aucune frappe burkinabé n'avait touché une zone civile. Aucun rapport d'abus n'avait été déposé par les ONG locales. Et, fait inédit, le gouvernement publiait chaque mois un résumé d'opérations validé par une commission mixte civilo-militaire. Face à la critique, Ibrahim Traoré refusa la confrontation verbale. Il choisit la preuve par l'action. Sous son impulsion, 3 universités africaines signèrent un partenariat discret de partage de savoir sans cession de souveraineté. Et nous ne vendons pas des drones, nous partageons des méthodes, déclara-t-il. Cette phrase inversa la logique de la dissuasion. La puissance n'était plus une menace mais une contagion de compétences. Ainsi, les adversaires reconnurent malgré eux un fait nouveau: la souveraineté pouvait devenir un modèle reproductible. Ibrahim Traoré, en répondant au scepticisme par la méthode, redonna au mot autonomie un sens politique, technique et moral. Le débat n'était plus de savoir s'il avait raison, mais combien de temps avant que d'autres le suivent. Silence d'abord. Puis, une phrase brève d'Ibrahim Traoré, prononcée sans micro: le code venait d'ici. Aucune alliance cachée,
aucun ingénieur étranger, seulement des étudiants, des lignes de commande écrites en mouré et en français. Ce fut la véritable révélation, plus puissante que la première frappe. Le secret n'était pas une aide dissimulée, mais une indépendance authentique. Ce moment fit trembler les chancelleries. Paris voulut savoir qui avait transmis les codes, Washington soupçonna Moscou. Mais la réponse dérouta tout le monde. Personne, sinon eux-mêmes. En une nuit, la narration mondiale se fissura. L'Afrique ne copiait plus, elle inventait. Ibrahim Traoré lança alors un second programme, plus vaste encore. Remplacer chaque pièce dépendante par son équivalent local, transistor après transistor. Cette politique de substitution intégrale transforma le projet militaire en matrice industrielle. Le Burkina Faso cessait de rattraper le monde pour commencer à le surprendre. Et dans cette transition silencieuse, une idée s'imposait. La souveraineté n'est pas un statut, mais un travail quotidien. Les effets se firent sentir à tous les niveaux. Sur le plan militaire d'abord, les anciennes hiérarchies héritées de la période coloniale furent remplacées par des cellules mixtes où ingénieurs et officiers partagèrent la même autorité. Un soldat pouvait devenir technicien, un codeur capitaine. Les formations intégrèrent des modules de cybersécurité, d'analyse thermique et de programmation embarquée. Ce n'était plus seulement une armée, mais une école mobile du savoir. Sur le plan diplomatique, les réactions furent donc contrastées. Les chancelleries occidentales, d'abord sceptiques, envoyèrent leurs émissaires non pour superviser, mais pour comprendre. L'Union africaine proposa la création d'un réseau de laboratoires souverains. Moscou et Pékin observaient, prudents mais fascinés, ce partenaire qui ne demandait pas d'aide mais un équilibre. Le Sahel voyait naître un pôle inédit, une puissance née de la contrainte et de la patience. Sur le plan économique, la filière technologique nationale explosa. En un an, les investissements intérieurs augmentèrent de 210%. Les drones Jamila, d'abord militaires, furent reconvertis pour cartographier les sols, irriguer les champs, livrer les médicaments. Le mot défense devint synonyme de développement. La dépendance aux subventions étrangères chuta de 60% et le ministère de l'économie parla pour la première fois de souveraineté budgétaire partielle. Sur le plan social, la transformation fut profonde. Dans les écoles, les enfants dessinaient des drones à la place des tanks. Dans les villages, les femmes fondèrent des coopératives d'impression 3D pour produire des pièces locales. Le docteur Louma Tanari devint un symbole, celle qui avait transformé la peur en fonction. Partout, le nom d'Ibrahim Traoré résonnait comme celui d'un architecte silencieux. Pour les nations voisines, l'exemple burkinabé constituait un précédent dangereux ou inspirant, selon le regard. Mais pour le peuple, c'était simple. L'autonomie avait un visage, et ce visage incarnait la promesse d'un futur construit à la main. Le Sahel cessait d'être spectateur. Il devenait acteur d'un récit qu'il écrivait lui-même, ligne par ligne. Les analystes du ministère burkinabé élaborèrent 3 trajectoires possibles pour l'année à venir. D'abord, une voie stable. Le Burkina Faso consolide ses acquis. Les unités de drones restent limitées à un rayon de 300 km, concentrées sur les zones frontalières sensibles. Le budget de défense demeure stable autour de 2,1% du PIB, tandis que la recherche absorbe la moitié de ce montant. Les échanges régionaux se normalisent, Niamey et Bamako partagent leurs données techniques sans ingérence extérieure. Cette voie offre stabilité et autonomie mesurée, mais risque la stagnation si la pression diplomatique s'intensifie. Ensuite, une voie ambitieuse. L'initiative Jamila devient continentale. 5 pays sahéliens rejoignent un consortium baptisé Alliance du Code. Les laboratoires de Kouougou exportent leurs modules vers Nairobi et Pretoria. Le PIB technologique
croît de 6,8% en un an. Les sanctions européennes s'allègent, remplacées par des partenariats industriels. L'image d'Ibrahim Traoré évolue. D'officier de rupture à architecte d'un modèle africain de dissuasion pacifique. Mais cette coopération élargie pourrait diluer la souveraineté acquise. Enfin, une voie difficile. Les puissances extérieures répliquent cyberattaques, embargo sur les composants, infiltration d'agents sous couvert d'ONG. La maintenance devient critique, les chaînes d'approvisionnement se tendent. Traoré répondrait par la doctrine du tout local, recréant chaque pièce sur place. À court terme, ralentissements industriels. À moyen terme, naissance d'un marché africain parallèle, résilient mais clandestin. Aucune de ces voies n'est exclusive. La réalité se situe souvent entre éclat et ombre. Cependant, un principe demeure: quelle que soit la trajectoire, le pays ne reviendra plus en arrière. Si l'Afrique veut tenir la promesse qu'elle porte, elle devra inventer une endurance nouvelle, celle de bâtir sans témoin. Les changements ne se mesuraient plus seulement en chiffres, mais dans les gestes quotidiens. Dans les ateliers de Ouagadougou, d'anciens soldats formaient des apprentis codeurs. Dans les villages, des techniciennes enseignaient la maintenance des drones agricoles. La frontière entre la guerre et le développement s'effaçait, remplacée par une culture de la création. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque innovation devait servir d'abord à renforcer la dignité, ensuite la défense. Le discours officiel insistait sur la transformation invisible, celle qui transforme un peuple de spectateurs en bâtisseurs. Des mères répétaient à leurs enfants: apprends à construire, pas à fuir. Cette phrase, simple mais fondatrice, résumait l'esprit d'une révolution tranquille. Dans les écoles, on programmait des mini-drones en bois. Dans les marchés, on vendait des composants imprimés localement. Les Burkinabés ne rêvaient plus d'émigrer, ils rêvaient d'innover. Même les plus sceptiques admettaient qu'une forme d'espoir nouveau circulait, palpable, contagieux. La victoire d'Ibrahim Traoré n'était pas celle d'un champ de bataille, mais celle d'un état d'esprit. Prouver qu'un pays pouvait se défendre sans perdre son âme. Et cette conviction, désormais partagée, donnait au mot à venir un sens que le Sahel avait longtemps oublié. Dans un document sobre, Ibrahim Traoré traça la suite. Pas un manifeste, mais un plan. Former 1000 ingénieurs supplémentaires avant la fin de l'année, moitié issus de l'armée, moitié civile. Créer un conseil du code souverain, un organe indépendant chargé de certifier chaque innovation sans dépendance extérieure. L'objectif: garantir que la technologie reste un bien public, mesurable et transparent. 3 pôles technologiques devaient être achevés à Khan-Fora et Kouougou, chacun spécialisé en drones, cybersécurité et matériaux composites. Budget estimé: 64 milliards de francs CFA, financés en partie par les revenus miniers réinvestis localement. Chaque étape suivait une logique simple: déployer, évaluer, adapter. Aucune échéance imposée de l'extérieur, aucune validation politique. Tous les 3 mois, un comité mixte de citoyens et de techniciens publierait un rapport public. Sous Ibrahim Traoré, la méthode devint plus importante que le symbole. Ce n'était pas une course à la puissance, mais à la cohérence. La souveraineté ne devait plus être proclamée. Elle devait se mesurer, ligne, par la stabilité d'un code, la durée d'un vol, la rigueur d'un audit. Ainsi se dessinait la forme d'un futur où la fierté se prouvait par la précision, non par le bruit. Et derrière cette feuille de route, une conviction: la dignité est un système d'exploitation. Dans l'ancien hangar de Kouougou, là où tout avait commencé, le docteur Luma Tanari revient parfois seul. Les murs portent encore les traces de brûlure du premier essai raté.
Sous une bâche repose le drone noir cabossé, LT-01, conservé comme une relique. Quand un jeune ingénieur lui demanda pourquoi ne pas le démonter, elle répondit doucement: Allons de parce que c'est la preuve que nous avons eu peur et que nous l'avons fait quand même. Ce silence, chargé de mémoire, résume tout un pays. Ibrahim Traoré y voit plus qu'un vestige, un symbole du courage calme, celui qui construit au lieu de proclamer. Chaque visiteur qui passe devant ce drone comprend sans qu'on le lui explique. C'est ici que la dignité a pris forme. Chaque époque choisit son arme. La nôtre aura choisi la connaissance. Et dans cette bataille sans bruit, le Burkina Faso n'aura pas seulement forgé un outil, mais une idée, que la souveraineté commence dans l'esprit avant de s'écrire dans les lois. Le monde observera, analysera, doutera peut-être. Mais le véritable test ne viendra pas de Paris ni de Washington. Il viendra du peuple lui-même, de sa capacité à transformer la victoire en méthode, le symbole en système. Ibrahim Traoré l'a souvent répété. Notre plus grande conquête n'est pas d'avoir frappé sans être vu, mais d'avoir appris à penser sans permission. Cette phrase, reprise sur les ondes, inscrite sur les murs des lycées, est devenue un mot de passe collectif. Elle rappelle que la dignité n'est pas un héritage, mais une pratique quotidienne. Dans un marché de Bobo Dioulasso, un vieil homme leva les yeux vers le ciel vide et dit: Non, non, si le futur du monde commence quelque part, alors il commence ici. La caméra s'élève, le bruit s'efface, ne reste que le souffle du vent sur la terre rouge. Un pays avance, sans témoin, mais avec certitude. Et dans ce mouvement, chaque spectateur est invité à répondre à la question: Et nous, qu'allons-nous construire maintenant que le silence parle?